Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, l'insécurité est de plus en plus grandissante en province Bururi. Les attaques à la machette se multiplient ces derniers jours et les habitants de la place demandent aux autorités administratives et policières de se ressaisir et d'agir. Les directeurs des prisons doivent répondre des crimes commis par les membres des comités de sécurité composés par les détenus car ces derniers ne sont nullement reconnus par la loi. Dans ce journal, vous suivrez la réaction de l'Association pour la défense des défenseurs des droits de l'homme en détresse. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des commerçants du marché de Djavé qui sont sur le point d'être injustement expulsés de leur stand. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Justice d'abord. 5 jours après l'assassinat du détenu Leonidas Ngendanzi de la prison centrale de Gitega, ses co-détenus n'ont pas encore eu justice, qui réclamaient battus à mort les détenus qui l'ont passé à tabac sont tranquilles dans leurs cellules et n'ont reçu aucune sanction. La directrice de cette prison de Gitega et le procureur de Gitega sont les autorités judiciaires accusées d'étouffer l'affaire suite aux liens personnels entretenus avec l'un des auteurs, Inès Gakiza. Les 4 détenus de la prison centrale de Gitega, accusés du meurtre de leur co-détenu Leonidas Ngendanzi, sont retournés ce jeudi dans leurs cellules respectives. Jafet Atibou, dit principal, le détenu qui assure sa sécurité prénommé Jonas, Nibitanga Gilbert surnommé Kinani, ainsi que Bimenima Nerik, les deux étant chargés de la sécurité de cette maison de détention, avaient été conduits ailleurs lundi. Les autres détenus exigeaient que les 4 soient jugés dans un procès de flagrance pour avoir battu à mort dimanche dernier Leonidas Ngendanzi. Ce même jour lundi, la directrice de la prison, Josiane Nishimwe, et le procureur près la cour d'appel de Gitega, Félicité Nishemezwe, avaient affiché l'intention de rendre justice à feu Leonidas Ngendanzi, mais l'espoir des détenus de la prison de Gitega s'est vite estompé. Le lendemain, mardi, procureur Félicité Nishemezwe est retourné à la prison pour négocier le retour des 4 détenus en attendant l'issue des enquêtes, ce que les détenus n'ont pas accepté, exigeant toujours leur jugement en flagrance. Les négociations ayant échoué, les 2 autorités judiciaires de cette province Gitega ont changé de tactique. Elles ont utilisé leur position. À partir de mercredi, les prisonniers qui réclamaient plus la justice ont été transférés. Mercredi et jeudi ont été transférés plus de 40 détenus. Ceux que la RPA a déjà localisés sont à Ruyigi, d'autres à Mimba, en mairie de Bujumbura. Ces transferts sont considérés par les autres prisonniers de Gitega comme un message d'intimidation envoyé à tous ceux qui réclamaient que les bourreaux de Leonidas Ngendanzi soient jugés. À ces transferts s'ajoute l'installation des caméras un peu partout dans cette prison. Selon les informations fournies par nos sources de cette prison, l'objectif serait de surveiller quiconque osera toucher à ces 4 détenus et ces derniers seraient les protégés du procureur de Gitega, Félicité Nishemezwe, et de la directrice de la prison, Josiane Nishimwe, suite aux relations particulières et personnelles entretenues avec l'un des 4 accusés. Nos sources sur place précisent aussi qu'au lieu de poursuivre les vrais auteurs, ils cherchent un bouc émissaire, un prisonnier prénommé Jésus, mis dans la cellule correctionnelle depuis mardi, mais les autres détenus ne l'ont pas revu depuis ce jour. La RPA a encore une fois essayé de joindre procureur Félicité Nishemezwe et la directrice de la prison de Gitega, Josiane Nishimwe, sans succès. Nous avons aussi tenté de joindre le directeur général des affaires pénitentiaires sans y parvenir. Inès Gakiza. À ce propos, l'Association pour la défense des défenseurs des droits de l'homme en détresse, ESDDH en sigle, rappelle que les comités de sécurité composés par les détenus ne sont prévus nulle part par la réglementation des maisons de détention. Pour Germain Rukuki, président de l'ESDDH, les directions des prisons doivent aussi répondre des crimes commis par les détenus membres de ces comités. L'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger
a été profondément choqué par le décès du détenu Léonidas, battu à mort par ses codétenus. Depuis des années, nous observons des persécutions des détenus dans les différentes prisons du Burundi. Pire encore, les auteurs bénéficient de la couverture des autorités pénitentiaires et judiciaires et restent impunis. Pour le cas présent, nous sommes affligés d'entendre que les détenus qui demandent justice sont à leur tour maltraités. 40 ont à ce jour déjà été transférés dans les différentes prisons. Rajoutons que tous les prisonniers sont, depuis l'incident, privés du droit à la visite. Nous rappelons aux autorités pénitentiaires et judiciaires que ces structures de sécurité ne sont régies par aucune loi pénitentiaire. Ils sont mis en place par les autorités pénitentiaires et les abus commis par cela sont sous la responsabilité de ceux qui les mandatent. Entre autres doléances de l'ESDDH figure le démantèlement de ces comités de sécurité des prisonniers et la mise en place par le ministère en charge des droits de l'homme d'un bureau de suivi du respect des droits des prisonniers de chaque prison. Encore une fois, Germain Rukuki. De ce qui précède, l'ESDDH recommande ce qui suit aux autorités burundaises de veiller au strict respect du régime pénitentiaire et du règlement d'ordre intérieur régissant les établissements pénitentiaires au Burundi. l'ESDDH recommande à la justice burundaise d'empêcher toute manœuvre visant à fausser la piste des auteurs de ce crime, de procéder à l'autopsie pour s'enquérir de la véracité de la cause de la mort du détenu Ngendakumana Léonidas et de poursuivre tous les présumés auteurs de cet assassinat. Nous recommandons au ministère des droits de la personne humaine et du genre d'instaurer à chaque établissement pénitentiaire un bureau d'enlageur des droits de l'homme chargé du suivi au quotidien du respect des droits des détenus conformément à sa mission de contribuer et de veiller au respect des droits des personnes vulnérables. Nous recommandons également aux autorités pénitentiaires de démanteler immédiatement ces structures de sécurité faites par des détenus dans toutes les prisons et de confier la sécurité des détenus aux agents de police conformément à la loi pénitentiaire. Nous recommandons en fait à toutes les institutions nationales et internationales de droits de l'homme de suivre de près les conditions carcérales au sein des établissements pénitentiaires burundais et du respect des droits des détenus. Justice toujours, l'emprisonnement du jeune Pierre Nkurunziza accusé d'avoir participé aux manifestations de 2015 est en soi une violation de la loi burundaise. Explication de maître Dieudonné Bachila-Hishidze. Selon son défenseur des droits de l'homme, le jeune a été victime de la grande répression organisée par le pouvoir CNDD-FDD contre ceux qui ont osé réclamer le respect de la loi en 2015 suivi. De prime abord, je tiens à préciser que l'injustice commence dès le début. Quelqu'un qui participe dans des manifestations pour exprimer son opinion par rapport à la violation de la loi ne devrait pas être arrêté. La liberté est un principe et la détention, c'est l'exception. Et ce jeune n'aurait jamais dû être arrêté. Donc, il a été persécuté dès le début dans le contexte de la répression des manifestants de 2015. Sinon, la loi de 2015 sur les manifestations publiques prévoit juste une amende si quelqu'un participe dans des manifestations qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'autorité. Or, ces manifestations avaient bien été notifiées à l'administration et il n'y avait pas lieu d'arrêter des manifestants parce qu'ils exerçaient leurs droits constitutionnels. Ça, c'est de un. De deux, il faut que l'on place ce cas, qui n'est pas par ailleurs unique, dans le contexte de la répression généralisée qui a été pratiquée par les institutions de l'État à l'encontre des personnes qui ont manifesté leur opinion en 2015, et ce, en violation de l'article 22 de la Constitution,
qui proclame que tous les Burundais ont droit à une égale protection de la loi. Un Burundais ne peut pas être discriminé par les institutions de l'État en raison de son origine ou en raison de son opinion politique ou de sa conception philosophique. Donc, le fait que d'abord il soit arrêté et qu'il soit détenu alors qu'il ne devrait pas l'être, le fait que la justice le relâche et que le directeur de la prison s'octroie le pouvoir de le garder montre effectivement à quel point l'administration de façon générale avait un ordre de ne pas traiter de façon équitable les personnes qui se trouvent dans cette catégorie de Burundais qui avaient osé réclamer le respect de l'état de droit. Quant au directeur de la prison d'Omimba qui le garde malgré la décision judiciaire, il fait sciemment obstruction à la justice car aucun organe ne devrait stopper une décision judiciaire. Pour maître Bachela Ishidze, le cas du jeune Pierre Nkurunziza est une énième preuve du non-respect des lois et de l'injustice des autorités. Au Burundi, c'est très difficile de connaître la hiérarchie dans les faits. Si sur papier, les services de renseignement se retrouvent au rang d'une police au même pied que la police judiciaire et d'autres branches de la police, et dans les faits, en raison de l'impunité dont jouit cet organe, les juges ont peur d'un simple agent du service de renseignement, tout comme les juges ont peur d'un milicien Imbonerakure. Donc, les choses se sont renversées et dans cet état de non-droit, il est très difficile de savoir qui est véritablement le pouvoir hiérarchique par rapport à qui, tellement la peur a gagné tout le monde, la peur a gagné les juges, la peur a gagné l'avocat, parce que je ne vois même pas le rôle de l'avocat. Si jamais ce jeune l'avait eu, il aurait dû saisir la juridiction directement supérieure pour non seulement montrer cet état d'injustice de son client, mais aussi, pourquoi pas, pour demander à ce que le directeur de la prison soit poursuivi personnellement pour refus d'exécution d'une décision de justice. Mais d'un autre côté, je comprends aussi que cet avocat avait peut-être peur pour sa vie. Il savait qu'il y a des gens qui n'ont même pas le droit d'avoir des avocats, et ces manifestants, quelquefois aussi, avaient du mal même à trouver des avocats. Donc, au-delà du discours, surtout du président de la République, ce genre de cas nous montre dans quel état se trouve la gouvernance au niveau judiciaire, au niveau des institutions de sécurité. Le jeune Pierre Nkurunziza est détenu à la prison centrale de Mimba depuis avril 2016 et a bénéficié d'une liberté provisoire fin mai 2016, mais n'a jamais été libéré. En juillet 2022, le procureur du parquet de Mukaza a sorti son billet d'élargissement, mais Serge Niligila, directeur de la prison centrale de Mimba, a refusé de le libérer, arguant qu'il attendait l'autorisation du service national des renseignements. Nous avons contacté le directeur général des affaires pénitentiaires, mais il n'a pas décroché à notre appel. Pour la troisième fois, la RPA a contacté Serge Niligila, directeur de la prison centrale de Mimba, sans succès. Dans la même rubrique, Gérard Ndaisenga, ancien cadre du service des renseignements, devrait être poursuivi et répondre de tous les actes commis au lieu de le protéger. C'est en substance la réaction du président de la Ligue ITEC. Gérard Ndaisenga a été sorti de la prison centrale de Mimba depuis plusieurs mois pour aller loger dans un hôpital se trouvant en zone Kamenge. Toutefois, Enchère Nikoyagidze, président de la Ligue ITEC, reste optimiste que tôt ou tard, justice sera faite pour les familles des victimes. Suivez plutôt Enchère Nikoyagidze, président de la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITEC. L'arrestation et l'emprisonnement de Gérard Ndaisenga, l'oppresseur et l'auteur de différents crimes contre l'humanité, avait mis dans l'espoir les familles des victimes et les victimes qui sont toujours en vie, que la justice burundaise allait tourner la page en faveur des victimes. Mais malheureusement, cet espoir n'a pas duré, car Gérard Ndaisenga est sorti de la prison de Mimba après 2 mois, 3 mois, avec l'appui des autres oppresseurs comme Nyonzi Mathias, alias Kazungu, Ndaikengurukiye, Alexis, alias Moroka, qui ne sont pas bleus dans l'assassinat de Matata Augustin,
membre du CNL, tué par des coups, des tortures infligées par Gérard. Et les deux autres avaient participé dans son arrestation. La Liteka, comme d'autres organisations ou médias, a eu des informations que Gérard Ndayisenga avait de passer des mois et des mois dans l'hôpital, se trouvant à Kamenge, de la Sainte Générale, à Dorfouchimilman. Gérard Ndayisenga n'est pas un homme qui doit roger avec des malades qui souffrent. Sa place se trouve ailleurs. D'après les informations que la Ligue Teka détient, Gérard Ndayisenga n'est pas malade, il fait ses mouvements comme il veut. Il y a un véhicule qui est chargé de le prendre et de le faire retourner dans cet hôpital à n'importe quelle heure. On ne peut pas ignorer que dans cet hôpital, on peut y retrouver des gens qui ont été torturés par ce Gérard même. Donc, à la Ligue Teka, on recommande au gouvernement de faire tout pour que Gérard Ndayisenga réponde à ses actes. On devrait le rapatrier dans la prison et aussi poursuivre ces autres oppresseurs qui ne veulent que cacher la réalité. Espérons que demain ou après-demain, tous les auteurs des crimes vont répondre à ces actes et que les victimes, au moins, soient soulagées. Par la présence sécurité où un corps sans vie d'un réfugié burundais a été découvert ce vendredi matin dans un caniveau se trouvant non loin de son domicile dans le quartier de Makelele, district de Kampala, en Ouganda. Les informations fournies par des réfugiés burundais vivant à Kampala indiquent que la victime s'appelait David Nyokindi, marié. Il était âgé de 41 ans et était originaire de la colline Gaweza, zone Kanyami en commune Kiganda de la province Muramvya. Les mêmes sources font savoir que le corps présentait quelques blessures au niveau du visage et ces témoins pensent que ce jeune homme aurait été tué ailleurs avant d'être jeté à cet endroit. Les auteurs ainsi que les mobiles du crime restent inconnus. Sécurité toujours, une personne a été grièvement blessée la nuit de ce jeudi par des gens non encore identifiés sur la sous-colline Gatanga, colline Mugozi en commune et province Bururi. Nos sources dans cette commune indiquent que les criminels se sont introduits dans la maison de la victime et l'ont attaqué à la machette. Face à cette insécurité grandissante, les habitants de la province Bururi demandent aux autorités de faire tout pour rétablir la sécurité dans leur province. Les détails avec Emmanuel Niongeko. L'envie de Kamikaze, c'est la jeune femme grièvement blessée la nuit dernière par des gens non encore identifiés sur la sous-colline Gatanga, colline Mugozi, en commune et province de Bururi. La jeune femme travaille à l'école communément appelée chez Monseigneur Bernard Bododira. Nos sources sur cette colline indiquent que les bourreaux sont passés par la fenêtre de la chambre où dormait l'envie de Kamikaze et l'ont attaqué à coups de machette. Ils l'ont blessé sur la tête et sur les bras avant de partir, la laissant dans un état critique, comme le raconte un des habitants de cette colline. Ils l'ont trouvée chez elle dans la maison. C'était vers 22 heures passées. Ils l'ont donné des coups de machette sur la tête et sur les bras. Elle a été évacuée à l'hôpital de Bururi pour des soins, mais elle est gravement malade. C'est horrible. Nous avons tous la peur après ce qui s'est passé. Nos sources font savoir que certaines personnes ont été arrêtées ce vendredi matin pour des raisons d'enquête. Les habitants de la province de Bururi indiquent que ces attaques à la machette se multiplient dans cette province. Ils font savoir que dans une période d'un mois seulement, au moins 5 personnes ont été attaquées à la machette et certaines d'entre elles ont perdu la vie. Selon toujours nos sources dans cette province de Bururi, cela inquiète énormément la population car les personnes arrêtées pour des raisons d'enquête sont vite relâchées et parmi elles des Imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD, d'où la population soupçonne qu'il bénéficierait de la protection de certaines autorités. La population de la province de Bururi demande aux autorités administratives ainsi qu'à celles chargées de la sécurité dans cette province de s'activer pour protéger la population. Les habitants de la province de Bururi demandent également que les auteurs, les commanditaires ainsi que les mobiles de ces attaques soient connus. La rédaction de la RPA a contacté l'administrateur de la commune de Bururi, Félix Niyongabo. Il a reconnu que ces attaques à la machette sont multiples dans sa commune et lance un appel à la population de donner toujours des informations à temps aux autorités administratives et aux agents de sécurité et de secourir les voisins en cas d'attaque. Emmanuel Niyongeko, dans cette même province de Bururi, les habitants de la colline Etaba, en commune Songa, dénoncent les actes de harcèlement et de violation des droits humains dont ils sont victimes. Ils accusent certains militaires du centre de Magnoni déployés dans cette localité pour casser les roches à utiliser dans les travaux de construction des barrages Gigi Muremge d'être responsables de ces actes. Le point avec Marie-Ange Irakoze.
Ces militaires qui maltraitent la population de la colline Taba en commune Songa sont en provenance du camp d'Omuzinda en commune d'Orugazi. Ils sont déployés dans cette localité pour casser les roches à utiliser dans les travaux de construction des barrages hydroélectriques sur les rivières d'Ojiji et Muremge. Selon nos sources sur la colline Taba, 2 personnes sont déjà torturées par ces militaires au cours du mois de mai courant. La première personne victime de ces actes de violation des droits de l'homme s'appelle Joël Hakizimana. Il a été tabassé par un militaire du nom de Manario. Les deux s'étaient rencontrés dans une boutique, comme l'explique cet habitant de la colline Taba. Ce militaire a commencé par bousculer le citoyen, l'accusant qu'il venait de le piétiner. Il a tout fait pour expliquer qu'il n'a rien commis de mal, mais Manario, le militaire, s'est mis en colère et il l'a empêché de sortir de cette boutique. Il a en plus appelé son collègue pour lui dire qu'il vient d'être attaqué. Le citoyen Joël a tout fait pour sortir et il est parvenu à s'échapper. La situation ne s'était pas arrêtée par là car le lendemain, en date du 17 mai, ce militaire a continué à le chercher pour lui faire du mal. Il a alerté le commissaire de police en commune Songa, mais ça n'a rien donné car il a fini par être arrêté et puis tabassé par ces militaires, comme le témoigne toujours cet habitant de la colline Taba. Il a interpellé le commissaire pour l'aider et ce dernier l'a tranquillisé, arguant que personne ne va lui faire du mal car même s'il aurait commis une faute, il serait contraint de porter plainte. Cela n'a pas empêché qu'il soit arrêté et conduit au camp de ces militaires pour être torturé. Il a été libéré grâce à l'intervention du chef collinaire et du responsable de la police en commune Songa. Il a été relâché dans un état critique. Le second à avoir été tabassé par ces militaires répond au nom de Jean-Marie Vianney Ngabide. Il a été torturé en date du 11 mai par un militaire du nom d'Aishimiye. Selon nos sources de la colline Taba, Jean-Marie Vianney était sur une moto. Il a croisé ce militaire en cours de route et ce dernier l'a accusé qu'il a voulu le cogner avec sa moto. C'est ainsi qu'il a fait descendre de la moto et l'a conduit manu militari dans leur position pour le tabasser, témoigne toujours un des habitants de la colline Taba. Il était sur une moto et ce militaire se déplaçait à pied. Il a arrêté l'accusant d'avoir voulu le cogner avec cette moto. C'est ainsi qu'il a conduit jusqu'à la position où il loge pour le fouetter. Vraiment, ça nous dépasse. Ce n'est pas du tout compréhensible que des citoyens soient malmenés, tabassés et torturés comme ça. C'est vraiment triste. En plus, ces militaires ne sont pas là pour assurer la sécurité. Ils ont été déployés pour casser les roches à utiliser dans les travaux de construction des barrages hydroélectriques d'Ojiji et Murembe. Nous avons des agents et des administratifs qui sont là pour assurer la sécurité de la population. Les habitants de la colline Taba demandent aux responsables hiérarchiques de ces militaires de les ramener à l'ordre et aux autorités administratives de faire respecter les droits de leurs citoyens et que ceux qui ont été maltraités soient rétablis dans leurs droits. Merci à toi Marie-Ange. Il accoude des gouvernances à prison. Les commerçants du marché de Djabé situé en zone Visa de la mairie de Bujumbura sont sur le point d'être expulsés de leur stand sans aucune explication. En effet, ils disent qu'il leur a été demandé d'occuper d'autres stands de ce marché jusque-là inoccupés, ce qu'ils dénoncent car ils occupent légalement les stands actuels et ont déjà beaucoup investi dans l'aménagement de ces derniers. Le point avec Onésime de chez Maguise. Ces commerçants du marché de Djabé qui sont chassés de leur stand sont autour de 200. Les stands sont situés du côté de la 10e avenue de la zone Brise. Comme ils l'ont révélé à RPA, ils n'ont pas été avertis avant la prise de cette décision et ils ignorent jusqu'à présent son motif. Ces commerçants sont chassés de leur stand par les personnes envoyées par les commissaires du marché. Ces derniers demandent juste aux commerçants de quitter le stand sans aucune explication. C'est vraiment terrifiant. Ces commerçants se demandent pourquoi ils ne sont pas informés sur ce qu'ils doivent faire pour garder leur stand. Ils ont aménagé les stands avec leurs propres moyens en achetant des tôles et
et d'autres matériels pour leurs kiosques. Mais ces commissaires ne considèrent rien de tout cela. Les commerçants visés sont ceux proches de la 10e avenue du quartier Bwiza. Plus important pour ces commerçants, c'est qu'ils sont en train d'être chassés alors qu'ils occupent également ces stands avec des documents à l'appui. Ces places appartiennent à ces commerçants. Ils ont été enregistrés et ont reçu des fiches prouvant qu'ils sont propriétaires. En plus, pour avoir cette fiche, chaque commerçant devait payer une somme de 10 000 francs à la mairie de Bujumbura. En fait, dans ce cas, la place t'appartient. Surtout aussi qu'avant d'occuper la place, il doit être enregistré sur ton nom. Il est vrai qu'on dit souvent que les marchés appartiennent à l'État, mais quand tu as payé pour avoir cette place et que tu l'as aménagée avec tes moyens, avec tout le temps que tu y passes à travailler, tout cela veut dire que cette place t'appartient et à ta mort, elle revient à ta famille. Ces commerçants ne savent plus à quel sens se vouer et font des va-et-vient entre différentes autorités et personne ne communique de façon claire sur cette situation, y compris le maire de la ville de Bujumbura. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura, mais sans parvenir. Onésime de Chimagidze, gouvernance toujours, des contributions obligatoires de plus de 400 000 francs burundais sont exigées aux commerçants du grand marché de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura. Les autorités de la mairie planifieraient de couvrir certaines parties de ce marché. Toutefois, les commerçants s'insurgent contre ces contributions car pour eux, il revient à la mairie d'améliorer les constructions de ce marché. Le point avec Dani Claire, il a trouvé. Le projet visant à couvrir tous les passages qui mènent vers l'intérieur du marché de la zone urbaine de Kanyosha a été initié par la maire de Bujumbura. Ainsi, pour la mise en exécution de ce projet, la maire de Bujumbura compte sur les commerçants de ce marché. Les commerçants qui ont des stands à l'intérieur devront contribuer chacun 450 000. Ceux qui ont des stands qui touchent sur les voies publiques devront payer 500 000 francs. Pour les uns comme pour les autres, ceux qui ont des stands doublés devront également payer le double. Jusqu'ici, c'est chaque commerçant qui avait individuellement construit et couvert son stand. Ce sont alors les espaces qui restent entre les stands et servant de passage que l'on compte couvrir. C'est ainsi que l'on a obligé à ces commerçants de contribuer pour l'achat du matériel, mais aussi pour le paiement de la main-d'œuvre. Alors, pour chaque stand à l'intérieur du marché, il faudra verser 450 000 francs et 500 000 francs pour chaque stand qui touche sur la voie publique. Incompréhensible selon les commerçants de ce marché. Pour eux, non seulement ces stands les ont coûté très cher, mais aussi ils payent régulièrement les impôts. Ce sont ces mêmes commerçants qui sont en train de se plaindre. Ils se demandent comment les stands leur ont été attribués par la mairie à un prix très élevé et qu'ils ont eux-mêmes aménagé, mais que la même mairie revient pour exiger d'autres contributions, soi-disant pour couvrir les espaces vides. Aussi, selon les commerçants, les impôts sont régulièrement payés et donc pour eux, la mairie devrait utiliser ces impôts pour chaque projet en rapport avec le réaménagement du marché. Le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, est l'initiateur de ce projet selon les commerçants du grand marché de la zone urbaine de Kanyosha. La rédaction de la RPA a essayé de le joindre, mais sans succès. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé. On va une courte pause et nous parlons environnement. RPA. Les familles des zones Kanyosha et Musaga qui vivent près de la rivière Kanyosha, plus précisément au niveau des quartiers Usoro et Kamesa, demandent aux autorités administratives d'arrêter les activités de curage de moellons, sable et gravier dans cette rivière. Suite à la profondeur qu'a déjà atteint cette rivière actuellement, ces personnes indiquent que certaines personnes y ont déjà laissé la vie, sans parler des maisons qui ont déjà coulé. Il était avec Elvis Nyamwongere. La profondeur de la rivière Kanyosha ne cesse d'augmenter. Les habitants des environs de cette rivière, là où est réduit les quartiers Usoro et Kamesa, estiment la profondeur à environ 30 mètres suite au curage du sable, du moellon et du gravier.
ce qui les inquiète. Nous, les habitants des environs de la rivière Kanyosha, sommes menacés par cette rivière, à l'endroit où elle sépare le quartier Busoro de la zone Kanyosha et le quartier Kamesa de la zone Musaga. Cette rivière a été excavée jusqu'à une profondeur d'environ 30 mètres, alors qu'en 2005, on pouvait traverser cette rivière à pied. Les habitants des environs demandent que ces activités de déblayage dans la rivière Kanyosha soient arrêtées. Des maisons ont été déjà détruites. Nous demandons aux autorités de faire tout pour arrêter ces activités de déblayage dans cette rivière, car c'est à cause d'elle que la profondeur augmente. Le mois passé, 2 maisons ont été emportées par la rivière. Récemment, une autre maison a coulé. Il y a des personnes qui sont mortes. Nous demandons au gouvernement de s'impliquer. Les personnes qui font ces activités dans la rivière semblent intouchables. Dans aucune autre rivière de l'Amérique se font de tels travaux. La rédaction de la RPA a contacté Devote Ndaisenga, administrateur de la commune Muha, pour qu'elle s'exprime sur les inquiétudes de ses habitants, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi Elvis Nyomongili. En page de société, les conséquences du manque d'eau potable affectent plus les enfants. Les parents des zones Kanyosha et Musaga de la mairie de Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que ces enfants dorment tardivement étant à la recherche de l'eau potable. Quelquefois ils vont à l'école sans rien mettre sous la dent faute d'eau pour préparer la nourriture. De plus, certains d'entre eux attrapent facilement les maladies des mains sales. Celui-ci est l'un des parents qui s'est entretenu avec la RPA. abana baja ku mashuri badafunguye, abaja ku mashuri batiyoze, abana bazi ko birirwa barakina baja mu bintu bitandukanye. Les enfants vont à l'école sans manger et sans se laver. Vous comprenez bien qu'un enfant ne peut pas bien suivre ses cours étant affamé. Vous savez bien que les enfants jouent n'importe où sans se soucier de la saleté. Imagine un enfant qui passe toute sa journée à jouer et dort sans se doucher. Et le matin, il va à l'école sans rien mettre sous la dent. Quel résultat amènera-t-il? No ku mashuri kandi abana ikarigita iturutse ku isuku riki kandi urabona ku mashuri y'abana hari abana benshi bakenera amazi. Ce sont nos enfants qui sont victimes. Ils dorment tardivement car ils vont souvent à la recherche de l'eau. Vous savez, normalement qu'un enfant devrait dormir 8 heures par jour. Mais avec la situation, il doit attendre que l'eau vienne. Sinon, il va chercher là où ils peuvent en trouver et des fois, ils dorment à 23 heures, voire même au-delà. Des fois, ils se réveillent à 2 heures du matin et vont chercher de l'eau à utiliser avant d'aller à l'école. Nous demandons avec insistance au gouvernement de penser à ce qu'endurent nos enfants. Tout, ça perturbe la vie des gens, surtout celle des enfants qui vont à l'école. Vous saurez que l'eau manque également dans la zone urbaine de Chibitoke. Une partie de la zone est privée de l'eau depuis presque 5 mois. Une pénurie qui affecte également la localité de Nyabugete qui vient de passer 5 jours sans qu'aucune goutte d'eau ne coule des robinets. Voilà mes fidèles de la RPA. C'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 19 mai 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.